Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et qu'est-ce qui fait que je suis sur YouTube, sur Instagram, pourquoi je vous parle de certains concepts, de certaines choses. J'avais déjà fait une vidéo voilà, qui expliquait un petit peu tout ça. Mais j'avais réellement envie de la refaire parce qu'aujourd'hui, je porte un regard un petit peu différent, un petit peu plus de recul aussi sur ce qui s'est passé. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir des éléments supplémentaires et potentiellement d'avoir un petit peu plus une idée de qui se trouve derrière votre télévision ou vos écouteurs. Beaucoup de mes articles ou de mes podcasts finalement découlent en fait des événements que je vais vous raconter. Euh, Beaucoup des accompagnements également que je propose en fait découlent de ces événements. C'est pour ça que je trouve que c'est plutôt important. Pour certains, vous l'aurez peut-être remarqué, et je trouve que dans certains cas c'est un problème d'ailleurs, je référence assez peu mes vidéos, mes podcasts, mes articles, etc. Il y a assez peu de noms, de textes, de livres, de bibliographies, etc. Parce que finalement, en fait, tout ce que je vous raconte, c'est assez empirique. Alors évidemment, comment dire, mes réflexions, elles sont basées aussi beaucoup sur des lectures, et quand je reprends quelque chose d'extrêmement précis, j'essaye de vous le signifier. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est un peu un mélange de tout ça, de ce que j'ai vécu, de ce que je peux lire, de ce que j'ai compris. Et donc finalement, c'est beaucoup aussi ce que je ressens. C'est pour ça que cette chaîne, et encore une fois mes podcasts, mes écrits, etc., ils vont vraiment évoluer dans le temps, je pense, évoluer aussi avec vous, parce que ça n'est pas figé. Évidemment, je m'inspire énormément de concepts spirituels, de concepts qu'on retrouve en développement personnel, mais c'est surtout en philosophie et notamment j'aime beaucoup le stoïcisme, pardon. Voilà, ce sont des choses dans lesquelles je me retrouve particulièrement sur une façon de réfléchir, de penser, de trouver des mécanismes en fait de fonctionnement. Quoi qu'il en soit, vous êtes amené peut-être à écouter certaines de mes vidéos, à vous retrouver dans certaines choses, au contraire à ne pas être d'accord. Et d'ailleurs, il faut vraiment pas hésiter à me faire des retours parce que je trouve que toutes les critiques sont constructives et bonnes à prendre. Voilà, donc gardez votre esprit critique justement, très important, votre discernement. Utilisez toujours vos outils, vos croyances et essayez. Faites vos propres expériences et ne laissez jamais votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors, pour vous raconter mon histoire, je dois commencer quand j'ai 5 ans et demi et que quelques semaines avant le drame, je sais déjà en fait que mon papa va nous quitter. On me l'a dit. Effectivement, ça n'a pas loupé, il mettra fin à ses jours peu de temps après. Après ça, ça a été des années vraiment de cauchemars, d'ombres en tout genre, de prémonitions tempêtes, ça a été extrêmement difficile pour moi. On dit que les enfants avant 7 ans peuvent percevoir des choses, ont accès à un monde subtil très particulier. Donc je suis loin d'être unique et loin d'être la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que très rapidement, j'ai été confrontée à ce monde-là, subtil justement, à la mort et à la notion de deuil. D'ailleurs, j'y reviendrai probablement dans un autre podcast, mais le déni et le deuil sont les deux étapes qui ont été les plus longues pour moi. Elles ont duré vraiment des années, des années, des années, des années. Donc ce sont deux sujets que je maîtrise plutôt bien. Il faut savoir avant de continuer que j'ai eu la chance, et je pense réellement que c'était une chance, de grandir dans un milieu très ouvert en fait sur la spiritualité, très spirituel d'une certaine façon. Il n'y avait pas de religion ou de culture particulière, mais on a grandi, voilà, mon frère et moi, dans une famille où finalement l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre après, qu'il y avait des choses qui nous entouraient, qu'il y avait peut-être même une force un peu supérieure, etc. Euh, voilà, très très tôt, c'était complètement clair pour nous tout ça. Donc c'est vrai que euh, tout ce que je pouvais relater, raconter, notamment à ma maman, sur ce que je pouvais voir, vivre, même quand j'ai su que mon père allait décéder, je l'ai dit, je l'ai dit, que je le savais. Tout le monde m'a cru d'une certaine façon, et ça je pense que c'est une chance réellement. De même pour la prise en charge qui a suivi, c'est-à-dire que très vite ma famille nous a, mon frère et moi, pris en charge,
amenée voir des psychologues, voilà, des pédopsychiatres, etc. Donc finalement, très 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 tôt, j'ai été baignée en fait dans ce monde de réflexion, de psychologie, de bien-être, d'évolution de soi, de considération aussi de la souffrance. Et je pense réellement que tout ça a contribué en fait à où j'en suis aujourd'hui, à ce que je fais aussi, et à cette réelle envie en fait de centraliser les informations et d'essayer du mieux possible de les vulgariser aussi. Alors, tout ça c'est bien beau, mais vers l'âge de 13 ans, vraiment, l'heure était complètement à la révolte, évidemment, préadolescence, mais encore une fois, c'est une phase que je pense que d'autres personnes ont vraiment vécu. C'est ce moment où finalement, j'ai beau grandir dans la spiritualité, j'ai beau être bercée par des beaux concepts de bien-être, d'amour, d'écoute, etc. Je suis en pleine révolte en fait. Euh, je supporte plus de ressentir, je supporte plus de voir aussi certaines choses, je ne supporte plus d'avoir des informations que je ne veux pas avoir, j'ai l'impression d'avoir une responsabilité qui est bien trop grande pour moi, un fardeau beaucoup trop lourd à porter, et surtout, je n'arrive pas à comprendre et encore moins à intégrer que la vie puisse être belle alors que je ne fais que souffrir. À ce moment-là de ma vie, vraiment, je ne supporte plus d'entendre ma mère, notamment, mais d'autres personnes aussi, parler de loi d'attraction, de justice divine, tout ça, parce que c'est vraiment des termes que je connaissais déjà à l'époque. À ce moment-là, pour moi, c'est vraiment, mais alors vraiment du bullshit, quoi. C'est plus supportable. Je souffre, je vois mon frère souffrir, je vois d'autres personnes souffrir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Du coup, je demande vraiment haut et fort à tout le monde, et quand je dis tout le monde, je parle autant de ma famille que de ces trucs que je vois finalement, hein, de ce monde subtil, etc., de s'arrêter. Vraiment. J'ai été sérieusement entendue et c'est là aussi où on se rend compte qu'on crée un petit peu notre réalité, hein, parce que voilà, tout s'est arrêté. Mais malgré la disparition de ces trucs qui me faisaient peur et aussi la nouvelle discrétion de ma maman et de ma famille, hein, je tire ponctuellement les cartes. Je continue de faire ça. Alors, c'est assez dingue. Je pense que je n'avais pas réellement fait le lien entre ce monde subtil et cette pratique. J'ai toujours aimé avoir des cartes dans les mains. J'ai très tôt tiré les cartes, mais alors me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et de même, j'ai très tôt en fait été attirée par les jeux de cartes de façon générale. J'ai des souvenirs sur les genoux de ma maman où elle jouait au tarot à 5, vous savez, avec voilà les atouts, etc. Très tôt, j'étais sur ses genoux, je voulais apprendre à jouer à ce jeu, je trouvais que c'était incroyable. L'autre chose que je n'ai jamais arrêtée, finalement, assez curieusement, c'est la notion de prière, en fait. Les demandes, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, très tôt aussi, et que je continuais malgré cette demande, en fait, que ça s'arrête. C'était un mécanisme presque. Le soir, en me couchant, même si je n'ai absolument pas grandi dans... Enfin voilà, il n'y avait pas cette notion de culte, de prière non plus, c'était pas du tout un mot qui était employé chez moi. On n'était affilié à aucune religion particulière, etc. Mais moi, personnellement, c'était vraiment quelque chose que je faisais déjà. Je me mettais dans mon lit, par exemple, et puis je demandais à ce que tout se passe bien, à ce que ma journée de demain soit OK. C'était vraiment ce genre de petite prière, finalement, mais c'était fait très consciemment. Bon, ben ensuite hein, vient l'adolescence, période difficile, je pense, plus ou moins pour tout le monde en tout cas. Et c'est vrai que on connaît des pertes en fait, des changements, des évolutions, que ça soit dans notre corps, dans nos relations, aussi dans notre environnement. C'est des périodes qui sont très mouvementées, hein. Et en fait, je me souviens déjà à l'époque me faire un petit peu cette réflexion et me dire, mais en fait, tout ça. J'ai cette sensation que ça s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'en fait, cette notion de perte, de changement, d'évolution, cette espèce de cycle, peu importe la forme qu'elle prend,
peu importe le sujet en fait de la transformation ou de cette évolution, elle passe toujours un petit peu par les mêmes choses, les mêmes phases. Il y a toujours cette phrase qui me revient et qui me dit finalement, le temps fait bien les choses, tu finis toujours par te relever en fait. Ça passe à chaque fois. Et je me souviens vraiment de cette sensation déjà. Et à l'époque, en fait, j'avais pas conscience que cette réflexion, elle était déjà, comment dire, la compréhension en fait de la notion du deuil. Parce que c'est réellement ça, et encore une fois, j'y reviendrai, mais la vie est jonchée de deuil. C'est juste qu'on l'associe très souvent à la perte de quelqu'un ou à un décès, alors qu'en fait, la vie n'est que ça. Des débuts et des fins, en fait. Des commencements et des arrêts, et ça reprend, et c'est comme ça. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'insécurité à ce moment-là de ma vie, de mon existence, avec vraiment des événements très difficiles au niveau de ma famille notamment. Mais ça, c'est quelque chose dont je parlerai seulement avec l'autorisation notamment de mon frère, qui un jour peut-être fera un podcast avec moi. En tout cas, voilà, des choses ont été pas mal mouvementées. Et tout ça a fait que très rapidement, euh, grosse blessure d'injustice, j'ai envie de sauver le monde. Et surtout, j'ai vraiment envie d'aider mon prochain, quoi. C'est-à-dire les gens autour de moi. Gros syndrome du sauveur, hein. Je voulais être avocate, puis finalement je voulais être médecin. Bon, ben au final, j'ai été infirmière et donc je démarre mes études là-dedans, qui se passent plutôt très bien. Vraiment, ça a été des années incroyables, très difficiles. Vraiment très difficiles. Les 3 années d'infirmière font vraiment partie des études extrêmement difficiles. On est très tôt mis dans le bain. Enfin, voilà, on est confronté à des choses très violentes à tout niveau, psychologique, mais aussi physique. Vraiment, c'est très difficile. On peut être confronté très tôt aussi à des décès. Voilà, donc ça a été très formateur à tout niveau. J'ai adoré vraiment faire ce métier. Il me manque encore aujourd'hui beaucoup. Mais c'est un métier qui a quand même, encore une fois, puisque ma blessure d'injustice notamment n'était pas du tout guérie, énormément appuyé là-dessus, parce que je trouvais que le système, ce n'est plus un secret, mais était mal foutu et que on n'était pas efficient finalement, on manquait de tout, et ça m'a toujours énormément frustrée. Du coup, en 2019, voilà, je tente ma chance en tant que cadre de santé et j'obtiens un poste parce que à cette époque-là, alors oui, j'aime le côté, le fait de fédérer des équipes, etc., le fait aussi d'évoluer dans ma carrière professionnelle, évidemment, mais la première raison, je pense, ça a été je vais pouvoir changer les choses. Si j'arrive à devenir cadre de santé, j'aurai du coup plus de pouvoir et je vais pouvoir faire que ça soit autrement pour mes équipes et j'espère qu'elles ne passeront jamais par ce que j'ai dû faire ou vivre, etc. Et grâce à moi, les patients seront bien soignés. Bon, je vous laisse imaginer la désillusion totale, hein. Il faut savoir que en parallèle de tout ça, je rencontre quelqu'un qui va être extrêmement important dans ma vie, notamment au niveau sentimental évidemment. C'est vraiment une relation qui a duré sur les années, qui a été très très forte, à tout niveau, dans son bon et son moins bon. Vraiment une relation très chaotique, mais on décide quand même de vivre ensemble. Et du coup, nous voilà en 2020, je vis avec mon partenaire de l'époque et on est confinés, donc je me retrouve toute jeune cadre de santé, vraiment, hein, j'ai fait 3 mois je crois, et paf, on est confinés plein Covid. Alors ce qui se passe, comme beaucoup de gens, hein, vraiment le Covid, je pense, a marqué tout le monde, peu importe pourquoi, comment, etc. Je pense qu'on a tous vécu des choses différentes sur cette période-là, ça a été très particulier, vraiment. Mais en tout cas, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que bah, ma relation était toujours aussi forte, hein, mais toujours aussi chaotique, donc extrêmement épuisante. Et à côté de ça, j'avais
bah, mon métier qui était éreintant, je comptais plus mes heures, j'étais tout le temps sur place, je faisais des permanences de nuit, de week-end, c'était vraiment très compliqué, je maîtrisais à peine le poste de cadre, de responsable d'équipe, etc. Tout le monde comptait un petit peu forcément sur moi, mais parce que c'était le poste hein, qui voulait ça. C'était extrêmement difficile de vivre dans ce doute, dans cette incertitude, de perdre des patients, d'avoir des familles en détresse, de ne pas avoir de réponse à apporter. Et le pire là-dedans, c'est que les sourires euh, qui finalement faisaient tenir les gens jusque-là, n'étaient plus en fait. Parce que ces masques cachaient tout, quoi. Tout ce qu'il y avait de beau et d'un petit peu joyeux, c'était même plus là. Et ça a été vraiment une période extrêmement difficile. Aujourd'hui, j'étais absolument pas suivie à l'époque, hein, mais aujourd'hui, je pense que j'ai réellement démarré une grosse dépression à ce moment-là. En novembre 2020, mon partenaire de l'époque s'en va quelques jours. Ça n'allait pas entre nous. Et je me retrouve du coup seule dans mon appartement sur des jours de repos. Et je sens que je suis rincée, je suis essorée, je suis épuisée. À tout niveau, j'ai un vide en fait, réellement. Et je me souviens encore, j'étais sur mon canapé et je me pose cette question. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'est vraiment la question, mais but en blanc et mot pour mot, cette phrase de qu'est-ce que je fais là? Et en fait, je comprends déjà à ce moment-là que la question, elle est super importante et qu'elle englobe énormément de choses. Mais tout de suite, je le sens, c'est-à-dire que c'est comme si je me voyais sur le canapé, donc cette question, elle concernait factuellement ce qui se passait. J'étais assise sur mon canapé et je comprenais pas pourquoi j'étais assise sur mon canapé. Et si je prenais un peu de hauteur, je comprenais pas ce que je faisais dans cet appartement. J'étais mal, ça allait pas. Et puis je prenais encore plus de hauteur et je comprenais pas ce que je faisais dans la vie, pourquoi je faisais ce métier. Et puis je prenais de plus en plus de hauteur et je disais mais qu'est-ce qui se passe sur ce monde en fait? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi tant d'injustice? Ça a été vraiment très très perturbant, tellement que ça m'a mis un peu en état de sidération. Et en fait, je capte tout de suite que la question, elle est super profonde et que je vais devoir me repencher dessus, mais je suis pas en capacité en fait ni émotionnelle ni physique. Du coup, je la mets complètement de côté. Bon, quelques jours plus tard, je vais acheter un tarot. Alors vous allez me dire: «Mais, tu dit que tu as tiré les cartes». Alors oui, effectivement, j'avais continué de tirer les cartes, surtout en soirée, pour les copains et que j'avais un coup dans le nez. Truc vraiment à ne pas faire, mais en fait, c'est parce que ça me permettait d'être désinhibée finalement, d'oser, dire ce que je ressentais, je voyais et cetera. Donc voilà, c'était un support et j'utilisais des cartes classiques en fait. Hein, et ça, c'était pratique aussi parce que c'est quelque chose que j'utilise encore. Mais des cartes, tout le monde en a plus ou moins chez lui, dans un placard, ne serait-ce que pour jouer à la belote ou ce genre de truc. Et du coup, je tirais les cartes comme ça. Mais c'était mon premier tarot. Avec le recul aujourd'hui, je sais pas vraiment pourquoi j'ai acheté ce tarot. Ça m'a pris vraiment, vraiment enfin, c'est une mouche qui m'a piqué, quoi. Je ne sais absolument pas. Aujourd'hui, la seule explication que je pourrais avoir, c'est que mon partenaire de l'époque m'avait fait une réflexion, une remarque. Il m'avait dit, à part moi et ton boulot, qu'est-ce que tu as dans ta vie? C'était absolument pas dit méchamment. Ça a été très violent pour moi parce que je me suis dit finalement, c'est vrai que j'ai un entourage, j'ai des amis, tout ça, mais en fait, j'ai rien pour moi. Et surtout, en fait, cette sensation de vide que je vous ai évoquée juste avant, je pense qu'elle était aussi dans le fait que je ne me nourrissais plus du tout intellectuellement. Alors oui, le travail me nourrissait, hein, évidemment, il fallait tout le temps réfléchir, apprendre des choses, etc. Mais c'était pas pour le plaisir, c'était dans l'urgence. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre de j'ai besoin de trouver quelque chose qui me plaît, qui me nourrit, j'ai envie d'apprendre des trucs. Et la première chose qui m'est venue, c'est apprendre ce tarot. Parce que je savais tirer les cartes, mais je savais pas tirer le tarot. Je jouais au tarot, mais je savais pas la signification des cartes. Enfin voilà. Et, euh, et ça s'est fait comme ça, en fait, je pense. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis allée acheter ce paquet de cartes,
En sortant, quand je suis passée à la caisse, j'ai eu limite une crise de panique, comme si, mais vraiment, c'était illégal ce que j'étais en train de faire. C'était très bizarre, comme si l'inquisition m'attendait dehors, quoi. Alors bon, certains diront, c'est parce que t'as vécu une vie de sorcière, t'as dû être brûlée dans une vie antérieure, c'est possible, mais en tout cas, c'est littéralement ce qui s'est passé, c'était assez dingue. Bon, quelques mois plus tard, notre couple de l'époque ne tient plus. Donc en 2021, je décide de partir, de prendre mon appartement, toute seule de mon côté. Et puis bon, la question: «Qu'est-ce que je fais là?» finalement, elle s'estompe un petit peu. Je mets ça de côté, c'est plus prioritaire. Je continue d'apprendre le tarot, de m'éclater à faire ça, de tirer les cartes aux gens. Alors du coup, j'alterne, un coup je fais ma méthode à moi, puis des fois j'utilise le tarot pour m'entraîner et cetera. Et puis, je continue de travailler beaucoup. J'ai l'impression limite de plus en plus, parce que du coup, en plus, maintenant, je suis seule dans mon appartement et en fait, je tombe malade à plusieurs reprises, mais je continue d'aller travailler, je me mets pas en arrêt et en fait, petit à petit, je sens que je tombe, en fait, en dépression, je le vois, mais vous savez, c'est cette sensation de je glisse sur un rocher et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ça va trop vite pour moi, je peux même pas, m'arrêter, en fait. En plus, l'histoire avec mon partenaire, elle est pas vraiment finie, le deuil, il est difficile, la séparation, elle est super dure parce que même si, on est incompatibles, que ça ne fonctionne pas, on en a conscience tous les 2. Il y a beaucoup d'amour et du coup ça se rajoute parce que je comprends pas ce que je vis, je comprends vraiment pas ce qui se passe, c'est terrible. Ça a été les 2 pires années de ma vie, vraiment. Hem Et début 2022, là, je suis au summum du mal-être, je suis au summum de l'épuisement, je suis en plein déni, je lutte. Vraiment, je lutte contre tout et en fait, mon corps, décide de me lâcher sur une piste de ski. Du coup, je suis hospitalisée en urgence, j'ai une fracture, je suis paralysée de la jambe gauche et en plus de ça, pour combler le tout, j'ai le Covid. Je ne le savais pas, mais j'ai le Covid. Donc je me retrouve complètement isolée dans une chambre post-opération en urgence et surtout je me retrouve de l'autre côté en fait. Pour la première fois, j'avais déjà eu besoin de soins, évidemment, mais pour la première fois, je me retrouve complètement démunie, dépendante de tout, à être soignée par des soignants absents, parce qu'il y a un manque de personnel évident. Je suis pas lavée, je suis pas douchée, je suis complètement déphasée par les médicaments que je prends, les antidouleurs, etc. Bref, je touche le fond du fond. En plus, j'ai aucune visite puisque je suis covidée. Voilà, donc terrible. À ce moment-là, je requitte encore une fois, cette fois-ci définitivement, mon partenaire parce qu'on avait retenté entre-temps, quelque chose, une histoire, mais franchement, je me sens incapable de tout gérer. Le doute médical aussi qui débarque sur, est-ce que oui ou non je vais, récupérer ma jambe, les douleurs physiques, c'est vraiment terrible. Je ne comprends absolument pas ce qu'il m'arrive. Je veux avancer à ce moment-là, mais la vie me demande très clairement de m'arrêter. Je me sens vraiment dépouillée de tout en fait, parce que je me retrouve sans personne. J'ai perdu mon amoureux de l'époque, donc toujours cette question de je retrouverai plus jamais personne. Je me retrouve paralysée, donc je pourrais peut-être plus faire mon métier. Enfin, il y a plus rien en fait, c'est une mort, alors pas physique, mais intérieure complètement. J'ai qu'une envie, c'est de disparaître. Je suis clairement au bord de la folie, hein. J'essaye d'aller chercher de l'aide, mais en fait, j'en trouve nulle part. Personne ne comprend ce que je traverse, personne ne peut m'aider. Les professionnels ne diagnostiquent pas en fait de dépression, c'est ça qui est assez dingue, parce qu'ils estiment que je suis trop en vie. Et en fait, il se passe un truc assez dingue à l'hôpital. Un jour, je suis dans mon lit, complètement en train de couler. Et d'un seul coup, la foi rejetée des années auparavant, à l'âge de 13 ans, où j'avais dit je veux plus rien entendre de tout ça, de ce monde subtil, de croyances, d'idées qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse. J'étais plutôt assez rationnelle, hein, vraiment. En fait, tout ça, ça refait surface. Mais ça refait surface
dans ma tête, mais ça refait surface aussi physiquement. C'est-à-dire que j'ai une espèce de montée de chaleur, une montée de vie d'un coup, une envie de sortir de là. C'est impressionnant. Et en fait, de toute façon, à ce moment-là, c'est vraiment ma seule issue. Donc, je commence à croire que je vais m'en sortir. Je commence à croire qu'il y a peut-être quelque chose qui me dépasse, vraiment, finalement. Et je sais pas, c'est comme si j'avais vu ma vie défiler d'un seul coup et tout se recoupait, quoi. Il y a cette phrase, vous savez, qui dit de toute façon, quand on a touché le fond, on ne peut que remonter. Bah, c'est vraiment ça qui s'est passé. J'avais l'impression de couler dans les abysses et la dernière énergie que j'avais sur ma jambe droite, puisque la gauche était complètement paralysée, elle a été utilisée pour mettre un coup d'impulsion sur le sol là et essayer de repartir de plus belle, quoi. Et là, un miracle, mais vraiment se produit parce que je commence ma rééducation physique et en fait, plus j'avance intérieurement dans mes réflexions, je sais même pas comment expliquer, plus j'arrive à marcher. Et en fait, me voilà en quête de vérité et la question que je me posais 2 ans plus tôt, qui est qu'est-ce que je fais là? Et en fait, elle prend tout son sens. Là, vraiment, je me mets à chercher. Et du coup, je tombe effectivement sur beaucoup de choses. Il y a, il y a à boire et à manger, il y a à prendre et en laisser. Je lis, je me renseigne, j'écoute. J'ai vraiment besoin de comprendre ce que je traverse. Alors, je passe sur oui, sur des notions comme la nuit noire de l'âme, l'éveil, les liens d'âme. C'est vraiment une grosse période où je plonge plein pot là-dedans parce qu'en fait, finalement, ce sont ces concepts-là qui m'apportent un début de réponse. S'enclenche du coup à ce moment-là, un peu parce que j'ai pas le choix, en fait, tout un processus de déconstruction. Parce que avant d'envisager de guérir, déjà, il faut que je déconstruise tout. Et ça a été le cas autant physiquement suite à mon accident que intérieurement. J'ai réalisé que j'avais des comportements que je pouvais reprocher aux autres, que j'avais un syndrome du sauveur hyper égotique, que en fait je me pensais super spirituelle, super ouverte, mais que je l'étais pas, que j'étais pleine de dogmes, de croyances limitantes, je me croyais à ma place professionnellement. Je pense que je l'ai été encore une fois très longtemps et que peut-être que j'y reviendrai même un jour. Enfin voilà, je retournerai en tant qu'infirmière, mais mais c'était très bizarre parce que j'avais l'impression de me voir de l'extérieur. Je voulais vraiment me regarder bien en face et être extra lucide en fait sur qui j'étais, ce que je voulais et où je voulais aller surtout. J'ouvre mon compte Instagram à ce moment-là et en fait je le fais vraiment de façon thérapeutique. Et en fait ce qui est assez fou c'est que je réalise que plus j'écris, plus je comprends, plus j'avance, plus je marche physiquement, plus je marche, plus j'ai besoin d'écrire, et plus j'écris, moins j'ai besoin de comprendre. Et en fait, c'est un processus, quand je le dis, j'en ai encore le poil, qui s'est vraiment fait naturellement, parce qu'il y avait ce truc de je décortique en fait ce que je vis, ça part de l'intérieur, mais en fait, je me rends compte que ça a une incidence sur l'extérieur et du coup sur ce que je vis aussi, sur le point de vue que je porte sur les choses, sur mon environnement. Je prends conscience de l'importance du pardon dans les relations, mais aussi qu'on porte à soi. Je prends l'importance aussi de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça n'est pas juste bien manger, bien dormir et s'écouter. Ça va bien au-delà de ça. C'est aussi être encore une fois lucide sur qui je suis, ce que je renvoie, pourquoi je fais les choses et qu'est-ce que ça m'apporte réellement. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, j'ai toujours autant envie aujourd'hui d'aider les autres. Mon envie, elle est toujours là. Mon besoin d'aider, d'être là en soutien, en soin, est toujours aussi présent. Il n'a pas bougé, mais il n'est plus là pour les mêmes raisons. C'est ça qui est dingue. L'autre processus qui s'est joué aussi durant ces mois et ces années maintenant, c'est le fait que initialement je m'étais raccrochée à certains concepts pour me sortir
de ce que je pouvais vivre, donc nuit noire de l'âme, lien d'âme, etc. La notion de lien d'âme m'a énormément aidé à traverser ma rupture avec mon ex-partenaire, par exemple. Je suis tombée les pieds dedans. Je ne sais pas combien de fois on m'a diagnostiqué diagnostiqué, vous me comprenez, que j'étais flamme jumelle, hein, je vous épargne tout ça. Mais c'est vrai que, en fait, encore une fois, ça a été un bon support. Je ne regrette absolument pas d'être passée par là, bien au contraire. Surtout qu'il y a certaines croyances que j'ai encore qui peuvent toucher tous ces concepts-là, un peu New Age, hein, d'une certaine façon. Pour autant, je m'en suis complètement détachée et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de garder de tout ça, c'est plus le processus, la notion de prise de conscience, de compréhension, d'acceptation, que réellement ces concepts en fait. C'est pour ça que vous m'entendrez assez peu, ou en tout cas de façon assez modérée et assez ponctuelle, parler de tout ça. Par contre, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le processus de réflexion. Parce que dans la notion de processus, il y a vraiment cette idée qu'on est actif, qu'il y a quelque chose qui se passe, que je vois faire en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, j'aime l'idée de processus de deuil, processus de guérison, parce que du coup, je suis là-dedans, j'y réfléchis, j'y pense, je fais, j'agis, et du coup, je fais mon deuil, j'accepte et je guéris. Aujourd'hui, c'est réellement mon objectif, c'est d'essayer de transmettre ces réflexions-là, d'essayer d'accompagner les gens aussi à entrer dans ce processus et d'en sortir tout seul, en fait, en totale autonomie. Mon objectif, encore une fois, ça n'est finalement que d'apporter des réflexions, des idées, un accompagnement, des compréhensions aussi, évidemment, physiques, physiologiques, biologiques, émotionnelles, psychologiques, puisque j'ai quand même un diplôme, évidemment, mais ça reste vous l'acteur de ce que vous pouvez traverser. Et finalement, il faut, selon moi en tout cas, éviter de se raccrocher à certains concepts, même s'ils peuvent être aidants, au moins ponctuellement. Parce que est-ce vraiment important de savoir ce que c'est, qui je suis et où je vais? Être spirituel, finalement, ça n'est pas détruire son ego, chercher une vérité, mais c'est plutôt être en paix avec ce que nous sommes et ce qui nous entoure. Je me réconcilie personnellement et redécouvre certaines de mes capacités qu'on a tous, je vous rassure, encore une fois, je suis loin d'être unique. Et comme beaucoup, en fait, j'apprends à me respecter, à me connaître, à identifier mes besoins qui évoluent avec le temps, avec ce que je peux vivre, lien d'âme ou pas, éveillé ou non, quelle importance. Je n'apporterai donc pas de vérité sur ce compte et je ne peux que vous aider à trouver la paix qui sera la vôtre. Par contre, je touche enfin du doigt la réponse à ma question. Qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je suis là pour vivre. Et vivre, c'est expérimenter. Et expérimenter, c'est accepter de traverser ce qu'on traverse tout en étant acteur de ce qu'on traverse et en acceptant ce qu'on traverse. Parce que peut-être que certaines personnes vont se retrouver de près ou de loin dans ce témoignage et peut-être que du coup vous vous posez la question, mais maintenant aujourd'hui que tu as compris ça, que tu as répondu à cette question, est-ce que ça y est, ton processus de guérison est terminé? Est-ce que voilà, tout est plus simple? Pas du tout. Alors oui, d'une certaine façon, certaines choses sont plus simples parce que j'ai un regard différent sur ce que je peux traverser justement, mais mes relations sentimentales ne sont pas nécessairement plus heureuses, plus faciles. Euh, Ma vie professionnelle, ma reconstruction professionnelle n'est pas évidente. J'ai des peurs qui sont toujours présentes. Je trouve toujours que le monde est injuste. Mais encore une fois, je porte juste un regard différent sur tout ça. Et du coup, c'est accepté. J'ai accepté que je pouvais aider à mon niveau, que je resterais voilà, active dans cette idée d'aider mon prochain, mais que je ne pourrais peut-être pas sauver le monde, que ça n'était pas mon rôle, qu'il y a des choses qui me dépassent, que les autres ont leur libre arbitre et que les autres aussi ont besoin d'expérimenter certaines choses et que ça ne dépend pas nécessairement de moi, de ce que je peux faire et que sans être auto-centré, loin de là,
je peux aussi, et la priorité reste à ce que je peux traverser et expérimenter à mon niveau. Ce que j'ai compris aussi, c'est que certaines choses que j'avais tenté des années de réprimer, comme les souffrances physiques ou bien certaines émotions, finalement, elles ont leur réelle utilité aussi. J'ai cette fois-ci accepté et intégré que la vie était faite de cycles, de début et de fin, de commencement et d'arrêt. Mais le processus qu'est la vie est de toute façon bien plus puissant que moi. J'ai accepté que je ne pourrais pas tout comprendre, pas tout expliquer, mais que pour autant, cette envie de comprendre et cette envie d'expliquer me permettait aussi d'expérimenter. Voilà, pour les courageux qui seraient encore là, merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour de nouvelles explications, de nouveaux concepts et de nouvelles réflexions.